Merci. Bienvenue à cette rencontre Liège Créative et merci de nous avoir rejoints ce matin pour cette rencontre conférence que nous consacrons une nouvelle fois à un vaste thème lié à la transition énergétique. Tient une place assez centrale dans notre programmation, il faut bien le dire, au fil des années. Ça s'est de plus en plus marqué. Donc c'est une préoccupation que nous avons. On sait que c'est aussi au cœur de vos préoccupations, vous qui développez des solutions pour soutenir cette société plus durable. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, vous le savez, des objectifs sont fixés, notamment par le Green Deal à l'horizon 2050, Green Deal européen pour une société décarbonée. Les enjeux et les challenges sont énormes. C'est pour ça qu'on a vraiment de la matière pour se consacrer à toutes ces réflexions très régulièrement à Liège Créative. Et assez souvent, finalement, on met le focus sur les questions liées à l'électricité. Mais aujourd'hui, avec nos orateurs, eh bien, nous avions le souhait de nous pencher sur l'évolution des réseaux de gaz naturels et sur leur transformation vers des molécules énergétiques décarbonées. Et là aussi, les enjeux sont nombreux liés à ces évolutions et à l'évolution des réseaux de gaz. On va voir et on va vraiment parler de la conversion d'un pan énergétique assez global et complet qui se traduit à travers différents enjeux par rapport aux différentes composantes qui concernent ces réseaux de gaz. Et comme je l'ai dit, donc, cette problématique se place dans un contexte global que vous connaissez. Il y a le Green Deal, mais il y a les enjeux et les objectifs aussi posés par la Wallonie en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il y a les recommandations du Bureau du Plan. Et tout ce contexte va nous être rappelé par notre premier intervenant, qui est Luc Warichet, qui est là. Je vous demande de nous faire un petit signe peut-être. Voilà. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Luc Warichet est directeur général adjoint et directeur stratégie et transformation chez RESA. Et transformation, il y a déjà bien ce mot au cœur d'une entreprise qui est en pleine mutation, qui voit ses métiers aussi évoluer pour développer des solutions innovantes et vous nous en parlerez. Pour le situer rapidement, Luc Warichet est ingénieur civil diplômé de l'Université de Liège. Il a aussi un master en management. Il a fait toute sa carrière dans le domaine de l'énergie et ça fait plus de 6 ans, je pense, qu'il est chez RESA, si je ne me trompe pas. Voilà, il nous parlera des différents aspects liés à l'évolution de ces pratiques chez RESA et donc de l'évolution des réseaux actuels de gaz. Et son point de vue sera complété par celui de Grégoire Léonard, qui est là aussi, à qui je demande aussi peut-être de nous faire un petit signal. Grégoire Léonard. Voilà, bonjour Grégoire. Grégoire est professeur chargé de cours au département de Chemical Engineering à l'Université de Liège depuis 2015. Il est diplômé ingénieur chimiste de l'Université de Liège, également ingénieur mécanicien de l'Université technique de Munich. Il est spécialisé notamment dans la capture du CO2 et il travaille sur le développement de procédés durables de conversion d'énergie et d'utilisation de ressources carbonées. Lui va évoquer, entre autres, des projets de recherche qui impliquent l'Université de Liège. Il parlera aussi de différents cas d'études industrielles. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis évidemment ravi d'être présent ce matin pour vous exposer cette présentation qu'on a intitulée Go to Gas 2050. En introduction, je voudrais évidemment remercier Liège Créative pour cette initiative, spécialement Madame Buchet, pour avoir bien réussi à mettre en place ce webinaire qui, je pense, n'aurait pas possible il y a quelques mois, voire quelques années d'ici, puisque vous l'avez rappelé en introduction, le sujet ou les sujets autour de l'avenir des réseaux gaz est assez nouveau. La transition énergétique, elle, ne l'est pas, puisque ça fait plusieurs années qu'on parle de ce thème, mais il était fréquemment axé autour de l'électricité. Et force de constater que depuis maintenant quelques mois, il y a vraiment un attrait fort sur l'évolution de ces réseaux. J'ai bien aimé le slogan de Liège Créative aussi, finalement, réinventons les possibles, parce que c'est quelque part un peu la question que nous nous posons tous dans le secteur, et spécifiquement dans le secteur de la distribution, c'est comment allons-nous réinventer les possibles de l'évolution des réseaux gaz. Alors, il convient de prendre quelques précautions oratoires, mais très, très importantes. La première, j'ai eu la chance de recevoir un peu en amont la liste des participants à cette conférence et j'ai eu le plaisir d'y voir pas mal de partenaires et de stakeholders avec lesquels RESA travaille de près ou de loin. D'ailleurs, dans la petite présentation sur les 4 personnes, j'avais la chance déjà de connaître une personne et plus 2 étudiants, donc j'étais aussi très, très ravi de ce panel.
Je ne voudrais pas tous les citer évidemment, mais vraiment, on est en relation avec le CRM et vous le verrez dans une des études qu'on a fait avec Fluxis, avec forcément l'Université de Liège, avec Grégoire Léonard notamment, avec Sibelga, notre homologue bruxellois, avec Intradel notamment sur des réflexions biogaz, avec John Cockerill et encore d'autres. Et donc, j'espère que, chers collègues, puisque nous avons l'avantage de pouvoir travailler ensemble récemment, vous aurez la décence de poser des questions auxquelles j'aurai facilement les réponses. Puisque c'est ma deuxième précaution oratoire, les visions à 2050, c'est un exercice extrêmement périlleux. Établir déjà une vision à 3 ou 5 ans, c'est un exercice compliqué. Alors l'établir à 30 ans, puisque nous sommes en 2021, bien c'est un exercice compliqué. Il y a une forte probabilité que ces projections ne se réalisent pas. Quand on se projette en plus dans ce secteur énergétique en pleine transformation, en pleine mouvance, eh bien, les projections que l'on fait ont de fortes probabilités de ne pas se réaliser. Mais par contre, il faut absolument que l'on ne passe pas à côté des tendances, des grandes tendances. Je pense que l'Europe, vous verrez mes slides qui arrivent, a fixé un cap, a fixé un horizon. Le tout est de savoir par quel chemin on va arriver à ces objectifs. Et je pense très sincèrement et modestement qu'il y a plusieurs chemins. Nous allons tenter de définir quelques scénarios. Il y en a certainement d'autres. Quelques scénarios qui peuvent nous amener à cette neutralité énergétique. Et enfin, vous précisez qu'en 20-25 minutes, c'est évidemment difficile d'aller dans les détails. Et donc, la présentation contient plus de slides que ceux que je vais vraiment parcourir en détail. Donc, n'hésitez pas. Je pense que cette présentation vous sera envoyée donc, pour plus de précision. Donc, un bref sommaire en commençant par ce qui nous entoure, hein, les objectifs européens. On descendra au niveau belge aussi. La fameuse réconciliation entre deux mondes, comme on l'appelle chez nous, l'électron et la molécule. Un focus évidemment sur le réseau gaz de RESA, aussi une étude qui est en cours sur l'impact et le potentiel de biogaz en province de Liège. Des premières conclusions aussi sur l'introduction d'hydrogène dans nos canalisations, quelques résultats aussi de réflexion sur une étude potentielle en power to gas, quelques éléments sur le backbone Fluxis aussi. Donc, parmi les interlocuteurs, je pense qu'il y a quelqu'un de Fluxis avec lequel on entretient aussi de très très bonnes discussions sur l'avenir de ces réseaux. Puis quand même, tenter de répondre à cette question, y a-t-il un avenir pour nos réseaux gaz? Alors, concernant le Green Deal, je pense que vous avez très certainement eu tous connaissance de ce pacte vert pour l'Europe qui contient toute une série d'ambitions et d'objectifs, avec peut-être le plus marquant qui est cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, attention au mot, neutralité carbone ne veut pas dire forcément sans carbone. Ça veut dire en tout cas que dans le processus ou dans le procédé énergétique, en l'occurrence ici, qui serait développé, il faut par exemple que certes, si du carbone est utilisé, qu'il y ait un mécanisme qui puisse le neutraliser, le récupérer, pour qu'au final l'équation soit nulle. C'est important de le préciser, puisque dans les technologies qui seront évoquées, il y a notamment la captation de CO2 dans toute une série de processus. Je vous laisse prendre connaissance de ces différents éléments pour vous indiquer qu'en fait, on ne parle pas que de l'énergie, bien évidemment. On parle aussi de la construction, la rénovation des bâtiments, mais aussi l'alimentation, la mobilisation de l'industrie pour aussi aller vers des économies plus circulaires. Et tous ces éléments ont des impacts, soit directs, évidemment, hein, la neutralité carbone, c'est évident pour nos métiers, ou soit indirects, comme par exemple l'isolation, la réduction de l'empreinte pour les industries, qui ont forcément des impacts aussi, vous le verrez, sur nos métiers. J'ai décidé évidemment de zoomer plus spécifiquement sur les matières propres aux impacts sur les réseaux de distribution. Donc forcément, il y a le paquet qui appelle à décarboner le secteur gaz et à promouvoir une intégration intelligente de tous les secteurs, l'interconnexion des systèmes énergétiques. Et donc je sais qu'il y a eu plusieurs conférences sur l'interconnexion, les macro-réseaux et les micro-réseaux, hein. Vous savez que c'est une matière qui plaît notamment à certains professeurs de l'Université de Liège. Donc, ce paquet global de mesures est en train d'avancer côté européen. L'électricité a de l'avance. Nous sommes déjà en Wallonie en train de transposer en réalité les directives européennes sur le volet électricité sont en train d'être transposées. Pour l'électricité, pour le gaz, pardon, c'est en cours. Donc, on n'a pas encore les directives finalisées. Donc, forcément, on ne sait pas encore les transposer, mais très certainement sur fin 2021 et 2022,
ce sera un exercice qui va arriver ici en Belgique et en Wallonie. Vous voyez aussi que l'industrie a quand même sa part de responsabilité puisqu'elle a l'origine de 20% des émissions de CO2. Et donc, il y a aussi des objectifs assez ambitieux dans des secteurs à énergie intensive tels que les cimentiers et les métallurgistes, par exemple. Et enfin, sur la construction et la rénovation, ça nous touche tous, hein, nos maisons, nos habitats devront aussi faire des efforts considérables et vous verrez que les projections en Wallonie sont assez ambitieuses en la matière. Si on zoome encore un peu plus sur spécifiquement les réseaux, et les réseaux, l'avenir des réseaux gaz en l'occurrence, bien, il y a déjà aussi une vision qui est donnée par l'Europe en matière d'utilisation de résidus agricoles pour produire du biogaz et des biocarburants durables. Et enfin, la volonté d'identifier et de libérer le potentiel de la biomasse aussi, de l'hydrogène vert et des combustibles de synthèse. Je sais que Grégoire aura notamment l'occasion de vous parler d'un projet que nous avons avec l'Université de Liège et le groupe Amont sur ces combustibles de synthèse. Et plus spécifiquement sur l'hydrogène, je pense que c'est un peu le thème à la mode, le sujet à la mode. Il convient d'être très attentif à toute cette ambition qui se développe dans le secteur de l'hydrogène, avec quelques objectifs déjà tracés. Vous voyez, un objectif de 6 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2024 pour l'Europe. Et puis progressivement, l'intégration de l'hydrogène dans un écosystème, l'écosystème énergétique, pour arriver à partir de 2030 à déployer à grande échelle l'hydrogène renouvelable pour les secteurs dits plus difficiles à décarboner. Alors, je me permets tout de suite alors d'arriver sur cette fameuse réconciliation entre les deux mondes. On parle du mariage entre l'électricité et le mariage du gaz, ou le mariage en tout cas de la molécule, puisque de plus en plus on parlera de molécules énergétiques renouvelables, de molécules vertes. United Color of Hydrogen, hein, certains parlent de l'hydrogène noir et il est aujourd'hui encore bien présent puisque plus de 90% de l'hydrogène dans le monde est produit à partir de non renouvelables, mais l'hydrogène vert ou l'hydrogène bleu, je ne suis pas attaché aux couleurs, et cette fameuse molécule qui, semble-t-il, tient la corde pour faire partie du mix énergétique. Alors, on penche chez Reza, je vous l'ai dit, avec toutes les précautions de projection à long terme, hein, mais que cette combinaison est une combinaison gagnante parce qu'elle offre toute une série d'avantages. La flexibilité présente à la fois dans l'électricité et dans les réseaux gaz, la diversification, finalement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la réduction des coûts, vous le verrez aussi au travers de quelques chiffres, le maintien de la valeur des assets actuels, la valeur des assets de réseau chez Reza, c'est quasiment à 2000 milliards d'euros. Imaginez-vous, si on combine ça avec tous les GRD belges et avec le réseau gaz Fluxys, par exemple, je pense qu'on doit approcher les 10 milliards d'euros. Ce sont des assets des assets qui ne doivent pas se retrouver bloqués. Jérémy Rifkin, dans son dernier bouquin, parlait des actifs immobilisés carrément à enlever du système. Ben, on n'a pas envie de se retrouver avec le syndrome Kodak ou le syndrome Nokia. Donc, on doit valoriser et maintenir ces assets. Et enfin, une combinaison intéressante pour diminuer les pointes sur le réseau électrique. Certains connaissent ce schéma qui est vraiment la réunification des deux mondes, le monde de l'électricité et le monde de la molécule, avec comme objectif en bas, hein, vous le verrez, de produire de l'électricité verte d'une part et du gaz vert de l'autre, et des croisements avec le power to gas à certains moments, lorsque par exemple il y a trop de production renouvelable, et dans l'autre sens, du gas to power, quand la capacité de stockage permet de remettre de l'énergie, le cas échéant, sur le réseau. Alors, je me suis permis de prendre ici trois graphiques d'une magnifique étude du Bureau du Plan qui est sortie l'année passée, fin d'année, qui s'appelle Fuel of the Future et qui trace un peu quelques scénarios aussi sur le long terme, sur 2050, et qui parle déjà aussi d'une thèse qui est la thèse de la diversification ou de l'électrification indirecte. Vous savez que toutes les projections montrent que la société va s'électrifier. Il y aura plus de demandes d'électricité, principalement pour deux secteurs, le secteur de la mobilité, des voitures, mais aussi tout le secteur qui aujourd'hui se chauffe, par exemple, au mazout et qui pourrait être converti progressivement à l'électricité. Mais l'électrification indirecte
rajoute encore une composante importante, c'est tous les besoins nécessaires demain pour les électrolyseurs afin de fournir, de produire ce fameux hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Et donc, c'est important de comprendre que cette molécule, elle va jouer un rôle très, très important pour le mix énergétique, notamment en matière de flexibilité. Et donc, là aussi, les projections montrent que cette capacité, ce réservoir de stockage des réseaux, permettra, nous semble-t-il, d'atteindre les objectifs plus facilement qu'une société qui, par exemple, serait à 100% à l'électricité. Je pense que très peu de personnes sont encore convaincues aujourd'hui qu'on va aller vers du 100% électrique. J'ai cité les objectifs européens qui ne vont pas dans ce sens-là. Le 1.5 TEC qui est vraiment le scénario qui tient la corde pour l'instant au niveau Europe, mais aussi le bureau du plan belge et toute une série de spécialistes qui ont bien compris que oui, l'électricité avait une part importante, mais elle n'occuperait pas évidemment l'ensemble du mix énergétique. Cette courbe vous permet de montrer qu'en fait, je vous disais, à 30 ans, les projections, elles peuvent assez bien varier. Vous avez les courbes ici en pointillés qui sont en fait les scénarios de l'Europe, hein, le scénario 1.5 TEC, qui montre que l'électricité pour l'utilisation, la demande finale d'énergie devrait atteindre 51% et pour la molécule 20%. Et donc, voilà, il existe aussi d'autres projections, notamment d'Eurogaz. Et je dois dire qu'on est sensiblement plus favorable à ces projections qui réduisent un peu l'importance, si je puis dire, de l'électrification et qui donnent une part un peu plus belle, un rôle un peu plus fort encore de la molécule énergétique pour atteindre 36% pour l'électricité, 32% pour la molécule. Alors, ceci, c'est encore un zoom plus spécifique sur la manière dont va évoluer la demande en gaz, hein, donc Gaseous Energy Supply. Donc, évidemment, on base sur 2017 où on avait 100% de ratio gaz. Et vous voyez que le scénario regaz porte à 29% la part de l'hydrogène, 16% le biométhane et 55% une molécule gaz, mais qui serait neutre, hein, je vous expliquerai un peu comment après, et les scénarios européens qui sont plutôt dans un mix entre 30% d'hydrogène, 25% de biométhane et 46% via la méthanation. Ceci, je vous en laisserai prendre connaissance. Ça montre que, selon Eurogaz, en tout cas, les coûts du scénario européen risquent de coûter plus cher, puisque l'électrification a certains avantages, mais là aussi certaines difficultés en matière notamment de flexibilité et de construction de moyens de stockage supplémentaires. L'important, c'est de comprendre finalement qu'il y a un juste équilibre en fait à trouver entre la part d'électricité renouvelable qui va avoir comme avantage de peut-être réduire plus rapidement encore le CO2, puisque dans le monde de la molécule, on est parfois dans une réflexion de neutralité carbone, alors que vraiment le renouvelable, lui, peut en tant que tel vraiment diminuer un pour un le CO2. Mais on constate qu'il y a vraiment des capacités et d'une subsidiation qui va être énorme. On parle de 10 trillions pour l'ensemble de l'Europe, nécessaire si on veut vraiment aller vers cette équation avec plus de 57% d'électricité renouvelable. Alors ça, c'est peut-être juste un graphique pour vous expliquer un peu plus mon point de vue. En fait, quand vous regardez sur les puissances moyennes et sur les pics, hein, qui sont un peu la manière dont on peut dimensionner un système énergétique, vous voyez qu'avec les scénarios européens versus le scénario Eurogaz, vous avez l'apparition vraiment de pics beaucoup plus importants quand vous allez vers ce scénario d'énergie renouvelable, et ce qui permet quand même, avec le scénario où la molécule joue un rôle un peu plus important, d'essayer de lisser l'effet des charges saisonniers notamment. Ceci est un autre petit exemple entre finalement la moyenne d'utilisation de la demande versus les pics, où aujourd'hui, la différence entre la moyenne et le pic est plus ou moins de 1,6. Et demain, dans les projections, avec l'apparition plus forte de molécules, on pourrait un peu diminuer cet effet-là. Par contre, si on a l'apparition d'encore plus de renouvelables, comme certains scénarios le prédisent, on va avoir vraiment une difficulté à gérer la flexibilité. Alors, si je prends l'autre casquette de Reza, évidemment, qui est la distribution d'électricité, nous travaillons aussi pour essayer d'écrêter ces pointes, avec notamment la flexibilité qui va arriver, notamment aussi sur le secteur de la basse tension, hein, pour le client, hein, monsieur, madame, tout le monde, pour essayer de diminuer cet effet-là. Mais néanmoins, c'est un challenge à part entière qui nous pousse à reconsidérer peut-être
les proportions aussi importantes d'électrification de la société. Alors j'en viens évidemment sur les ordres de grandeur qui concernent le réseau de distribution de RESA. Alors en Belgique, hein, pour l'ensemble des gestionnaires de réseau, les réseaux gaz distribuent, transportent 93 TWh de gaz. La répartition est celle que vous voyez apparaître, donc Bruxelles, Flandre et Wallonie. Et RESA occupe une part un tout petit peu plus petite. Par contre, je ne vois plus apparaître les chiffres parce que je vois les petits écrans, mais c'est pas grave. Et donc, vous voyez en correspondance aussi une étude de potentiel en matière de biogaz. Donc ça, ce sont les chiffres actuels. Et il y a des études qui démontrent qu'il y a un potentiel de 15,7 TWh pour l'ensemble de la Belgique. Donc, et potentiellement pour la Wallonie aux alentours de 8,3 TWh. Vous voyez qu'on est loin évidemment de couvrir le besoin de 19,5 TWh. Certains prédisent même une capacité même inférieure en matière de biogaz parce qu'il y a des débats un peu sociétaux, notamment sur la valorisation des terres agricoles. Et donc, il faut être très prudent sur le potentiel de biogaz. Et donc, on sait que quoi qu'il arrive, il faudra autre chose que simplement le biogaz, mais c'est une part importante du mix au sein de la reconversion des réseaux de gaz naturel. Un autre graphique qui vous montre un peu les proportions en matière de réseau gaz et d'électricité. Et c'est quelque chose qu'on montre souvent en interne chez RESA pour vous dire qu'en réalité, nous avons moins de clients en gaz. Nous en avons environ 250 000 pour 450 000 en électricité. Mais en réalité, le réseau gaz transporte 1,6 fois plus d'énergie pour 1,1 fois moins de clients. Donc, si aujourd'hui nous prenions la décision de fermer nos réseaux gaz, ça voudrait dire qu'il faudrait reconvertir 5 488 gigawattheures, ce qui est énorme. Vous voyez la taille de notre réseau gaz versus le transport d'énergie en gaz. Donc, tout simplement, ce sont des choses qui ne se font pas en claquant des doigts, si je puis dire. Et il y a vraiment un basculement complet d'un pan important de consommation en fait, de nos clients qui doivent continuer à être stables et qui doivent avoir un horizon aussi par rapport aux investissements qu'ils ont pu, par exemple, faire dans leur maison et pour nos communes, bien évidemment, qui sont indirectement propriétaires, qui sont actionnaires en tout cas, de ce réseau de gaz. Ceci, ce sont des métriques pour vous dire que la majeure partie de nos clients sont vraiment des clients résidentiels, hein, plus de 206 000 clients et qui comportent évidemment la plupart de notre consommation. Et puis quelques clients, une bonne trentaine de clients quand même, les T6 qui consomment quand même plus de 500 millions de kilowattheures, donc les quelques gros clients que nous avons sur notre réseau. J'en reviens tout de suite sur la partie peut-être qui intéresse, puisqu'il y a plus de détails techniques, certains d'entre vous. J'aurais bien voulu vous la présenter, mais malheureusement, elle n'est pas encore prête. Nous avons mandaté Valbium, hein, qui est reconnu dans le secteur pour ses études, pour estimer le potentiel de biogaz sur le territoire de la province de Liège, hein, sur le territoire où on est actif, afin qu'on puisse, nous, RESA, être en capacité de comprendre, quel est le montant auquel on pourrait s'attendre demain dans l'injection de nos réseaux, mais aussi peut-être voir quelles sont les zones justement où cette injection pourrait avoir lieu, puisque malheureusement, généralement, les zones à fort potentiel de biogaz sont plutôt décentrées des villes, là où historiquement nous avons nos réseaux gaz, mais il y a aussi peut-être d'autres possibilités d'acheminement, ou notamment des satellites un peu décentralisés. Et puis, il y a d'autres valorisations aussi de biogaz, je pense notamment à Etradel, pour ne citer que, qui peuvent aussi peut-être être dans cette chaîne de valeur d'injection directe de biogaz dans nos réseaux. Donc, j'aurai peut-être l'opportunité de vous présenter dans d'autres cénacles les résultats de cette étude. Par contre, l'étude qui, elle, est bien aboutie, et je remercie le CRM de l'avoir menée avec nous, c'est que nous avons demandé quelle était aujourd'hui, dès à présent, la possibilité d'injecter de l'hydrogène dans nos canalisations, quel était le pourcentage finalement, sans qu'il y ait de difficultés majeures, le pourcentage d'accueil d'hydrogène sur nos réseaux. Une étude assez poussée, hein, avec le CRM, et qui était d'ailleurs assez complémentaire avec une autre étude dans le secteur, qui est l'étude TIGA. Je l'ai vraiment extrêmement résumé et je m'en excuse pour les gens du CRM. C'est une étude qui fait 80 pages et on l'a résumé en feu vert, feu orange et feu rouge. Alors, vous allez comprendre, il y a d'abord la partie de gauche qui concerne les réseaux de distribution de gaz, et puis
il y a quand même cette question fondamentale de aussi l'appareillage et l'installation au sein des maisons, au sein des entreprises, donc chez le client. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de feu rouge majeur, il y a des feux verts et des feux oranges. La bonne nouvelle, c'est que les matériaux, évidemment, il y a toute une étude spécifique pour déjà être focalisé sur quels sont les matériaux les plus opportuns demain pour accueillir cette injection d'hydrogène. Et en l'occurrence, l'acier est plutôt mieux positionné que le PEHD, mais il n'y a pas de difficulté majeure par rapport à ça. Les conditions de pression et de température sont aussi relativement sous contrôle. On se rend compte aussi qu'il y a des inhibiteurs potentiels qui pourraient aider et renforcer cette injection, comme par exemple l'O2, qui permettrait d'éviter peut-être le risque de fuite de cet hydrogène. Et donc à ce stade, pas de risque majeur identifié, mais toute une série de points d'attention sur toute une série de petits éléments, mais quand même où on doit être relativement attentif, c'est-à-dire les soudures, les vannes, les fils, les détendeurs. Un réseau de gaz, c'est pas qu'une canalisation, c'est un ensemble aussi d'appareillage et de liens entre le réseau Fuxis, entre le réseau RESA, vers le réseau résidentiel et vers le client. Nous avons aussi un réseau qui vit, qui n'est pas en condition de laboratoire et qui donc est soumis à des sollicitations, des agressions extérieures lors de travaux par exemple, des passages d'ouvrages d'art aussi, des mouvements de terre qui peuvent s'opérer à proximité par exemple d'une voie ferrée, que sais-je. Donc on doit être très attentif évidemment à la fragilisation de ces réseaux. L'odorisation aussi, vous savez que nos réseaux gaz sont odorisés avec du THT, c'est cette fameuse odeur d'œuf pourri. J'espère que vous ne sentez pas trop souvent. Bien, en fait, il n'y a pas à ce statut d'autorisation pour les réseaux hydrogènes. Donc, il va falloir travailler quand même pour que, en cas de fuite, petite ou grande d'ailleurs, d'hydrogène, il y ait quand même une appréciation olfactive pour la personne qui pourrait détecter donc cette fuite. Et on doit être attentif, évidemment, de ne pas créer des poches. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais on doit être attentif à ne pas créer des poches d'hydrogène au sein de ce mélange. Donc, il faut que ces gaz parfaits puissent se mélanger de manière parfaite, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, chez le client, pareil, on n'a pas identifié de grandes difficultés, de points rouges sensibles. Vous savez que certains constructeurs de chaudières, comme Viessmann, par exemple, commencent déjà à fournir, à produire des chaudières qui sont compatibles justement avec une injection d'hydrogène. Évidemment, on est très attentif à la densité énergétique aussi, à éviter que des chaudières peut-être plus anciennes se trouvent en difficulté. Donc, on devrait être attentif notamment au rendement de ces chaudières peut-être plus anciennes. Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion qu'à ce stade-ci, entre 20 et 30 d'hydrogène pourrait être injecté dans nos réseaux. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, hein, donc il faudra évidemment encore faire des tests, passer par des prototypes, faire qualifier tout ça de manière technique. Donc, je vous rassure, et ce n'est c'est pas pour la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a une belle perspective d'injection d'une capacité importante d'hydrogène, bien sûr de l'hydrogène parti qui serait produit à partir d'électricité verte, puisque sinon, ça n'a pas d'intérêt pour justement atteindre cette neutralité carbone. Alors, j'en viens peut-être aussi rapidement à quelques essais, une étude que nous avons réalisée sur les potentiels en matière de méthanation. Je me rends compte que le temps file, donc je vais devoir aller malheureusement sur les grands résultats, les grands chiffres. Nous avons décidé de cadrer une étude pour un projet pilote de méthanation à partir d'un parc éolien qui serait en excédent de production. Et donc, cette production serait utilisée pour produire, au travers d'un électrolyseur, de l'hydrogène. Et ensuite, nous avons 3 cas de figure qui ont été étudiés. C'est un scénario où nous avons du biogaz capté à partir une méthanation microbiologique et un CO2 capté aussi sur un procédé membranaire sur le biogaz. Donc, on est vraiment sur un processus microbiologique. Un autre scénario qui, lui, part à partir de captation de CO2 à partir de fumée, d'un processus industriel, par exemple. Un électrolyseur alcalin et une méthanation dite thermochimique. Et le dernier cas de figure, c'est aussi thermochimique, mais à partir d'une captation directe dans l'air, direct air capture de CO2. Alors pourquoi on a fait cette étude? Tout simplement pour vous montrer ceci. Alors c'est un peu
ça a été parfois un peu un choc quand on a vu ces chiffres-là, mais ça va vous parler. C'est de voir en fait, quand on étudie ces scénarios donc un peu novateurs, hein, de méthanation, quel est le prix aujourd'hui auquel on arrive en matière de gaz. Et c'est la ligne qui est ici, donc les trois scénarios BAM, FAT et DEPT. Eh bien, vous avez un prix du gaz, hein, par mètre cube, en euros par mètre cube, de 5,92 €, 3,88 €. Vous voyez les chiffres. Je suppose que tout le monde sait aujourd'hui à combien est le gaz naturel, mais ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, on est à 0,28 € le normal mètre cube. Et donc, vous voyez la marge de progression afin de rendre ces systèmes compétitifs. Ils ne le sont absolument pas. Il y a un facteur 10, 15, oui, enfin, au moins un facteur 15. Donc, vous voyez la marge de progression afin de rendre ce segment, ce secteur compétitif, alors qu'on a pris dans nos hypothèses 60% d'énergie fatale pour la production renouvelable et 40% issus du réseau, donc avec quand même des hypothèses assez importantes, mais qui pourraient, et c'est peut-être ça mon point d'attention, qui pourraient, on l'espère évidemment, aller vers de l'optimisation, notamment avec la baisse des CAPEX. Vous savez que le monde du photovoltaïque, en 10 ans, a vu ses prix quasiment divisés par 7 ou par 8. On espère que ces technologies, comme les électrolyseurs notamment, vont suivre finalement cette même courbe de diminution. On a aussi des réflexions sur l'augmentation des heures d'utilisation, mais aussi sur la valorisation de la réduction du CO2. On parle parfois de taxation de CO2. C'est une donnée qu'on n'a pas introduite aujourd'hui dans le système pour valoriser ce prix, mais ça pourrait être évidemment des accélérateurs. Mais je tiens en tout cas à vous dire qu'aujourd'hui, ce sont des systèmes qui sont donc plutôt prototypes, qui ne sauraient pas être lancés à l'échelle industrielle parce qu'ils ne sont malheureusement pas encore rentables. Et il faut qu'il y ait des incitants européens, belges, wallons, et aussi des évolutions technologiques pour que le prix puisse diminuer et rendre compétitif, évidemment, le prix du gaz naturel, parce que c'est évidemment la question que les industriels, les PME et les clients nous poseront. Combien nous coûte cette conversion de la molécule? Alors, très très rapidement, parce qu'il y a des amis de Fluxys qui assistent à ce séminaire, donc vous aurez l'occasion peut-être de les questionner. Je ne voudrais pas passer à côté, évidemment, de cette information euh, assez importante que Fluxys a dévoilée il y a quelques mois. Donc, je ne trahis pas de secret, puisqu'ils en font maintenant la publicité, hein. Donc, c'est cette fameuse réflexion aussi à 2050 sur l'arrivée de backbone, donc vraiment de grandes canalisations d'hydrogène et de CO2 en Belgique. Vous voyez la carte sous les yeux. Et donc, évidemment, en tant que GRD, c'est très important pour nous, puisque nous sommes le réceptacle en distribution de l'arrivée de gaz de Fluxys. Et donc, finalement, cette vision de Fluxys, nous devons aussi nous en imprégner et nous devons discuter avec eux pour savoir dans quelle mesure nous allons être aussi un acteur au niveau de l'hydrogène sur les réseaux de distribution, ou si nous serons plutôt le réceptacle d'une méthanation, H2 plus CO2. Dans ce cas, il y a peut-être évidemment moins de modifications à faire sur nos réseaux. Ce sont des discussions qui sont en cours et qui vont encore durer avec Fluxys et les autres GRD, je pense, plusieurs mois. Alors, j'en termine évidemment par la question existentielle que nous nous poserons tous. Et évidemment, la réponse est oui. Nous pensons que nos réseaux de gaz ont un avenir, et je pense même un bel avenir. Mais ils sont soumis à quand même pas mal de contraintes. Je n'aurai pas le temps de vous détailler ceci, mais la Wallonie a mis la barre très très haut en matière de rénovation énergétique. Vous voyez ici les labels, hein, pour ceux qui connaissent, de A+ à G. Ben, l'ambition en 2050, c'est que l'ensemble du bâti, donc pas simplement les nouvelles maisons, passe en label A. Je ne sais pas si vous imaginez, hein. Donc ça veut dire qu'il y a une conversion. Vous voyez là les chiffres de la stratégie de rénovation en termes de bâtiments, pour que l'ensemble des bâtiments passent en label A, les nouveaux, mais aussi les anciens. Alors, je dois bien vous dire que nous, on a un point d'attention très particulier sur cet objectif. C'est peut-être qu'il faut chercher un juste équilibre entre tout ça. Tenter de basculer tout en label A n'est peut-être pas le juste équilibre économique. Il est peut-être plus intéressant, évidemment, de rénover les bâtis, mais on dit souvent que les 80 premiers pourcents sont facilement atteignables, hein, en matière d'isolation, par exemple, et puis les 20 derniers pourcents pour aller chercher le label B ou A. Et c'est très mangeur d'investissement, et tout le monde ne saura pas se permettre par ailleurs de le faire. Et donc, pourquoi ne pas conserver un objectif peut-être un peu moins ambitieux, mais par contre avec une alimentation en molécules renouvelables, en molécules vertes, qui viendraient alimenter ces maisons qui auraient été certes rénovées, mais en considérant qu'il y aurait donc un basculement aussi, un complément d'aide vers la transition de nos réseaux gaz.
Alors, j'en arrive à nos scénarios, à nos fameux scénarios. Quand on fait tourner les moulinettes, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire des scénarios, eh bien, on arrive quand même à des chiffres qui font quand même froid dans le dos. Puisque quand on applique cette stratégie de rénovation des bâtiments aux clients de Resa, eh bien, en réalité, on arrive à 2050 à moins 66% de notre volume distribué. Donc, vous vous souvenez du volume que je vous ai exposé tout à l'heure. Donc, c'est une réduction drastique de cette consommation si on applique un pour un la stratégie de rénovation du bâti. Nous pensons que ce scénario, c'est le worst case. Vraiment, c'est si réellement en 30 ans, on parvient à rénover tout, bah, Reza ne pourra pas s'y opposer en tant que tel, mais nous pensons quand même que nous pourrons nous repositionner sur aussi la mobilité qui ne serait pas la mobilité électrique, mais nous pensons qu'il y a une place notamment pour les camions, mais aussi pour d'autres secteurs comme l'aviation, pour développer nos réseaux, mais aussi augmenter le raccordement des réseaux gaz, peut-être en captant aussi tous ceux qui passeraient du mazout au gaz naturel, donc on capterait de nouveaux clients. Convertir aussi une budget, je vous en ai parlé, du budget isolation vers la promotion du gaz vert. Aussi miser sur le gaz vert avec les industriels et développer progressivement une infrastructure aussi 100% hydrogène, notamment pour les nouvelles zones, comme par exemple les zonings industriels. Et donc, ça, c'est plutôt le best case qu'on a estimé à ce stade-ci. Plutôt que de diminuer de 66%, on aurait plutôt une diminution de 30%, avec, vous l'avez compris, un repositionnement sur des secteurs un peu nouveaux, qui ne sont pas aujourd'hui présents dans le portefeuille d'activité en tant que tel de Resa, mais qu'il conviendra d'aller chercher pour éviter notamment, et c'est mon dernier slide, qu'il y a eu une perte de valeur. Alors, en tant que tel, pour l'entité Resa, bah, c'est déjà une problématique, mais vous savez que voilà, Resa est détenu par les communes, et donc in fine aussi par le citoyen. Donc, la perte de valeur, elle concerne aussi la société au sens large. Nous avons 4000 km de canalisation. Ce serait dommage de ne pas les valoriser. Un demi-milliard d'euros d'assets. Moi, je me refuse demain à penser qu'on va réouvrir toutes les tranchées à Liège, à Serein, à Herstal et qu'on va reposer des nouvelles canalisations. Parce qu'après le dossier tram, je vous assure que ce ne sera pas une mince affaire de reconsidérer, de réouvrir tous les trottoirs. Donc, on doit vraiment utiliser et valoriser nos assets existants, bien évidemment les transformer et tenir compte de cette réduction de consommation. Et voilà un peu la projection hein, que nous avons fait avec 20 à 40% de biogaz, 20 à 30% de méthanation par les processus que je vous ai expliqués, mais qui doivent devenir plus rentables demain, et le reste par l'injection d'hydrogène. Je vous l'ai exposé aussi avec l'étude qu'on a faite. Et puis aussi spécifiquement, très probablement, un réseau spécifique d'hydrogène à certains endroits. Ça me permet de conclure en vous disant qu'évidemment, nous devons aller plus loin dans le calcul de ces scénarios et dans l'impact de ces scénarios. Quels sont les investissements qui vont être nécessaires derrière cette stratégie? Quelle va être la valeur du réseau aussi à considérer, notamment en matière d'amortissement derrière ça? Et quel est le tarif in fine pour le citoyen? La Flandre a déjà réalisé ses projections. La Wallonie va maintenant aussi devoir réaliser ses projections à 2050 pour voir à combien ce tarif pourrait se monter. Nous lancer d'ores et déjà, on le fait, mais on doit encore le renforcer, des projets innovants avec des partenaires publics et ou industriels. Continuer la veille technologique accrue, je crois que c'est indispensable dans ce secteur. Nous positionner au sein de la filière hydrogène, hein, nous serons un des acteurs, pas le seul évidemment, et défendre, vous l'avez compris au travers de certains de mes propos, défendre un modèle public avec un juste équilibre économique entre les choix qui seront posés, notamment dans les années futures. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Voilà, bonjour à tous. Je vais arrêter ma caméra parce que je pense que je n'ai pas une très très bonne connexion et je pense que je vais essayer de privilégier la voix et la présentation. Voilà. Donc bonjour à tous, je vais passer en plein écran et je vais prendre un petit peu la suite de ce que mon collègue Luc Wariché vous a présenté, éventuellement évidemment en activant un petit peu moins les aspects GRD, c'est-à-dire en ayant une vision un petit peu plus macro peut-être, et pour parler de ces réseaux de gaz de demain et des enjeux qui y sont liés. Alors, ce que je voulais vous rappeler, bon, je sais bien que ça reste du contexte très très haut niveau peut-être, mais donc on a parlé de ce plan climat, du Green Deal. Ce que je voulais vous rappeler, c'est un petit peu l'urgence qui est liée à tout ça. Et donc ce slide-ci vous montre en fait le budget CO2 qui nous reste, selon les prévisions du GIEC, pour avoir 80% de chances de rester en dessous d'une augmentation de température de l'ordre de 2 degrés
d'ici 2050. Donc, ce n'est même pas l'objectif des accords de Paris. Les accords de Paris, c'est 1,5 degré. Et donc, sur ce budget, c'est l'ensemble du gâteau que vous voyez là. Sur ce budget, entre 1850 et 1999, on a déjà consommé une grosse moitié. En 2000 et 2015, un gros quart. Et il nous reste un peu moins d'un quart comme budget. Alors, si vous regardez une tranche, c'est une année d'émission hors Covid. Et donc, il nous reste plus ou moins 10 tranches d'émissions. Il nous reste une dizaine d'années au rythme d'émission actuel pour essayer d'avoir 80% de chances de rester sous les 2 degrés C. Alors, quelles sont les réponses à ça? Pour faire très vite, il y a un ordre de priorité listé par la Commission européenne notamment. Le premier, c'est de limiter les gaspillages énergétiques, limiter la demande d'énergie et être beaucoup plus efficace. Le deuxième, c'est de déployer au maximum tout ce qui est énergie renouvelable. Et le troisième, c'est quand on a encore des combustibles fossiles qui, je vous rappelle, à l'heure actuelle, au niveau mondial, c'est toujours 80-85% de la consommation finale d'énergie. Essayer de les utiliser de façon la plus propre possible. Et c'est là qu'interviendront notamment les technologies de capture du CO2 dont on parlera. Alors, le déploiement des renouvelables a été fort poussé et soutenu par le politique ces dernières années. On en a beaucoup parlé. C'est ce à quoi on pense quand on parle de transition énergétique. Ça augmente, mais ça reste toujours quelque chose de très lent. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un petit calcul. Je vous ai donné la source de M. Luc Cheffneux, je pense, qui est peut-être présent ici, qui a fait une petite note. Je me suis permis de reprendre un des points. En Belgique, donc plus ou moins 20% de la consommation primaire d'énergie et d'électricité. De cette électricité, plus ou moins 20% vient d'énergie renouvelable. Et dans les renouvelables, si on enlève tout ce qui est biomasse et hydraulique, 70% sont du photovoltaïque et de l'éolien. Et donc, si vous regardez sur la consommation finale d'énergie en Belgique, vous faites le produit de ces trois facteurs-là et vous arrivez à plus ou moins 3%. Donc, la transition, cette révolution énergétique dont on parle, on pense à l'éolien au photovoltaïque, mais ça fait plus ou moins 3% de ce qu'on a pour le moment en termes de consommation d'énergie en Belgique. Donc, ça augmente. Les meilleures années, on a un taux de croissance de l'ordre de 20%, mais ça reste quand même très, très lent par rapport à ce dont on a besoin et à l'urgence dont je vous ai parlé avant. Et puis, un des problèmes qu'on rencontre et dont on a déjà parlé, c'est le fait que les énergies renouvelables nouvelles, sont dites variables ou intermittentes et donc ne sont pas pilotables. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on doit avoir un équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Et donc, ça introduit une haute variation des prix d'électricité, mais également des moments où on doit juste arrêter, déconnecter les éoliennes du réseau pour garder le réseau en sécurité. Et donc, quand on parle de réseau de distribution, de transport d'énergie, on parle de réseaux pour le futur qui doivent être, j'ai mis vert, ce n'est pas le meilleur terme, mais qui doivent être durables et qui doivent être flexibles, avoir une flexibilité inhérente. Alors, pour cette flexibilité, pour avoir une variabilité, il y a plusieurs réponses possibles. Soit on essaye d'avoir une demande qui est flexible et on contacte des industriels ou on s'arrange pour avoir des compteurs intelligents dans les maisons pour faire en sorte qu'au moment des pics de demande, on puisse déconnecter tout un nombre d'utilisateurs et ne pas avoir un pic de puissance, et là je parle du réseau d'électricité, trop important. Donc on peut jouer sur la demande, mais on peut jouer aussi également sur l'offre, sur l'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de projets d'interconnexion avec des unités pilotables. C'est le principe du Capacity Remuneration Market que le gouvernement belge est en train de lancer pour remplacer le nucléaire, avec des centrales qui soient flexibles et puissent être démarrées et arrêtées rapidement. Et puis, vous avez cette arlésienne du stockage de l'énergie qui joue sur les deux tableaux, puisqu'elle peut constituer une demande à certains moments et constituer une offre à d'autres moments. Et donc, par rapport à ce stockage, bon, jusque-là, ça reste de l'introduction, et je pense que vous êtes tous conscients de ces enjeux-là. On a différents types de stockage qui vont de l'ordre du stockage de la seconde à du stockage de la minute, de l'heure, voire un petit peu plus. Mais dans les technologies dont on dispose actuellement, ces technologies-là sont à très petite échelle. C'est-à-dire qu'on est dans du stockage très court terme. Pour du stockage long terme, donc si vous voyez, par exemple, on a beaucoup parlé de la batterie murale de Tesla, c'est du stockage de l'ordre d'une heure. Si vous regardez même la centrale de pompage-turbinage, si vous la faites fonctionner à pleine puissance, en 6 heures, elle est vide. Donc, ça reste du stockage à court terme. Or, les fluctuations des énergies renouvelables sont des fluctuations court terme, mais on a également des fluctuations, évidemment, saisonnières, du fait qu'on a plus de soleil en été et plus de vent à l'intersaison. Et donc, on doit aller vers des technologies de stockage également qui nous permettent qui pourraient aider la gestion de ces réseaux-là. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme technologie de stockage? Je vous en mentionne quelques-unes ici.
Au niveau belge, on a par exemple un site de stockage souterrain de gaz naturel qui est opéré par Fluxys à Loonhout, tout près d'Anvers. Et là, on estime qu'on a une capacité de stockage de l'ordre de 8000 gigawattheures. Vous avez le coût et vous avez le coût de stockage par mégawattheure. Vous avez la centrale de pompage turbinage de Caux, qui est déjà de taille assez importante. On est à 6,3 gigawattheures, donc vous voyez qu'on a franchement diminué en ordre de grandeur. Et puis, si vous estimez qu'on pourrait faire un système de batterie avec des entrepôts remplis de batteries, comme il y a un projet en Australie, vous voyez qu'on a encore diminué d'un ordre de grandeur. Et puis, voilà, cette batterie murale, quand vous regardez le coût, vous voyez que ça devient très impressionnant comme en termes de coût. Alors, pourquoi est-ce que c'est si intéressant d'avoir du stockage sous forme de molécules, sous forme de gaz? C'est parce que dans ce stockage-là, dans ce stockage d'énergie dans la liaison chimique, on a une densité énergétique gigantesque. Je vous montre ici ce petit graphique qui vous donne la quantité d'énergie stockée par litre de vecteur énergétique, je vais dire, donc un litre de charbon, donc un décimètre cube de charbon, de kérosène, d'éthanol ou de batterie, vous voyez la différence en termes d'énergie. Et vous voyez que l'hydrogène, en termes de stockage par kilo, donc c'est ce que vous voyez ici sur l'axe des abscisses, en termes de stockage par kilo, vous avez quelque chose qui est très bon, mais on a un stockage volumique qui est très faible. Et donc c'est pour ça que le stockage sous forme chimique, dans la liaison chimique, comme il a été fait dans les hydrocarbures, est quelque chose de très intéressant. Alors, pour illustrer ça, j'ai l'habitude de poser quelques petites questions à mes étudiants. Et bon, je ne vous laisserai pas réfléchir trop longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais ces deux petites questions. La première, c'est, à votre avis, combien de voitures faisant le plein en même temps, de combien de voitures faisant le plein en même temps a-t-on besoin pour avoir une capacité de puissance, pour développer une puissance d'1 gigawatt. Donc 1 gigawatt, c'est une centrale nucléaire, c'est une tranche nucléaire classique. La deuxième question, c'est en supposant qu'on va payer un travailleur sur base de son énergie physique. Donc quand vous bougez, vous dépensez physiquement, vous avez une production d'énergie. En gros, vous convertissez ce que vous avez mangé le matin en énergie. Sur base de cette énergie que vous produisez, si on vous paye à l'heure sur cette énergie-là, que vaudrait le salaire horaire si on vous payait au même tarif qu'on paye les énergies fossiles? Alors, la première question, je vous passe un petit peu les calculs. Hein. Donc, en gros, 1 gigawatt, c'est 29 voitures qui font le plein en même temps à la centrale, à la station essence. 29 voitures. Donc, 29 voitures qui font le plein en même temps, c'est une centrale nucléaire. Donc, c'est pour vous donner une idée de la quantité d'énergie qui est contenue dans un litre d'essence. Donc, en transférant ce litre d'essence de la pompe vers le réservoir de votre voiture, vous avez une quantité gigantesque d'énergie qui est transférée par unité de temps. Deuxième réponse, de nouveau, je passe un petit peu les calculs, mais vous les aurez dans la présentation. Vous arrivez à 1 heure de travail physique par une personne. Au prix standard de l'énergie fossile actuelle, c'est moins d'un cent en dollars, bon, en gros, ce sera la même chose, moins d'1 cent par heure. Pourquoi? Parce qu'au final, dans 1 litre de pétrole, la quantité d'énergie qui est contenue est juste gigantesque. Alors, quand on a ça en tête, on peut se dire, OK, si on veut arriver à gérer plus facilement nos réseaux et qu'on veut avoir une société qui continue à utiliser cet avantage magnifique qui est contenu dans les hydrocarbures, qui est contenu dans les molécules chimiques en termes de densité énergétique, on peut penser à la technologie Power to Fuel, donc, dont Luc Warichet a déjà parlé. Il a parlé un peu plus de Power to Gas. Power to Fuel, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser de l'électricité qu'on est en train de récolter et qu'on veut récolter de façon de plus en plus large, de façon renouvelable, puisque ça va être notre source d'énergie pour le futur, si on met à part tout ce qui est nucléaire, et je ne rentrerai pas là-dedans. Mais donc, on veut avoir de l'électricité, de l'énergie défossilisée, donc plus liée aux combustibles fossiles. Mais si on veut avoir de l'énergie qui est stockée sous forme dense énergétiquement, alors on va aller rechercher l'énergie renouvelable. Avec l'énergie renouvelable, on va faire de l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène. Et d'un autre côté, si on a du CO2 qu'on peut aller chercher soit dans les industries, soit directement dans l'air, les deux ensemble, on peut recréer ces hydrocarbures synthétiques, soit du gaz naturel synthétique, comme ça a été mentionné, soit toute une série d'autres hydrocarbures, ou même de produits qui sont les produits dérivés de la chimie organique et sur lesquels notre société est basée. Et si ce CO2 qui va être émis lors de l'utilisation des produits, des hydrocarbures par exemple, est de nouveau capté, il peut le tourner en boucle, et on peut avoir ainsi une société qui soit durable d'un point de vue émission de CO2, et qui soit basée donc, sur les énergies vertes et qui soit basée sur des hydrocarbures. Donc hydrocarbures,
ça ne veut pas forcément dire énergie du passé, ça peut être également l'énergie du futur. La seule différence, c'est, et je pense que Luc Warchel l'a très bien montré quand il montrait ces comparaisons de prix, pour le moment, on est à un ordre de grandeur 2,5 fois plus cher au minimum. Et ça, lui a tendance à dire que c'est parce que les technologies ne sont pas encore suffisamment compétitives. Moi, j'aurais l'autre point de vue, je vous dirais tout simplement, c'est parce que les énergies fossiles sont trop bon marché. Alors, il y a toute une question de transition énergétique sociale, je ne la remets pas en cause, mais ce que je veux dire en disant que c'est trop bon marché, c'est que pour le moment, le coût de l'énergie, c'est le coût de mettre un robinet dans le sol et de l'ouvrir. Alors que dans le futur, si on ne veut plus aller rechercher des énergies fossiles, si on se dit à un moment, on bannit l'exploration et l'exploitation d'énergie fossile pour ne plus remettre encore du CO2 dans l'atmosphère, alors il faudra les fabriquer nous-mêmes, ces vecteurs énergétiques, et ça va coûter, puisqu'on doit aller collecter l'énergie, on doit synthétiser les molécules, et donc ça aura un prix. Alors, dans la suite de l'exposé, je vais vous parler donc de cet intermédiaire entre le power et le fuel. Donc, ce sont les technologies de conversion qui passent du vecteur électricité vers le vecteur carburant. Je vais commencer par parler un petit peu plus du power to hydrogen, en vous donnant un petit peu un état des lieux sur l'hydrogène, sur certaines de nos recherches et sur certaines publications récentes. Et puis, je vous parlerai un petit peu plus de capture du CO2. Alors, l'hydrogène, on parle beaucoup effectivement d'hydrogène, ça a subi des hauts et des bas en fonction, ça a suivi la même communication que les cours du pétrole, je dirais presque. Mais l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui se développe assez fortement. Si vous voyez ici depuis 1975, vous voyez que la demande en hydrogène a fortement augmenté. Elle se base sur tout ce qui est raffinerie, donc pétrochimie. On a besoin d'hydrogène pour certains procédés, par exemple la désulfuration. Sur la synthèse d'ammoniac, où on a besoin d'hydrogène pour synthétiser l'ammoniac, ammoniac NH3, qui va être le précurseur de pas mal d'engrais. Et l'ammoniac, c'est un des produits chimiques, un des 3 produits chimiques les plus produits au monde. Et donc là, pour l'ammoniac, on a besoin d'hydrogène. Et puis, vous avez quelques autres utilisations. Et la deuxième barre que vous avez à côté, ce sont des utilisations d'hydrogène où on n'a pas besoin d'hydrogène pur. Donc, c'est par exemple la synthèse de méthanol qui augmente très fortement sur les 10 dernières années, principalement en Chine. La réduction directe de fer, de minerais de fer, donc ça c'est dans la métallurgie, et puis différents autres procédés. Donc c'est quelque chose qui augmente. Pour le moment, l'hydrogène, comme vous le savez sans doute tous, c'est très largement basé sur les énergies fossiles. Donc principalement réformage de gaz naturel, aussi à partir de gazification de charbon, principalement dans les pays où il y a beaucoup de charbon, typiquement la Chine, reformage d'autres produits pétroliers. Et puis tout ce qui est, bon, l'échelle n'est pas bonne ici, mais tout ce qui est énergie renouvelable et électrolyse, ben, ça reste très faible. C'est en augmentation, mais ça reste très faible. Alors, on parle beaucoup de cette économie hydrogène, backbone hydrogen, et un slide qui m'avait marqué d'une présentation d'Elia, c'était de dire que si on regarde ce qui est annoncé par l'Union européenne en termes de capacité de production d'hydrogène, donc capacité d'électrolyse à l'horizon 2030, c'est-à-dire 40 gigawatts, ça correspondrait, en prenant certaines hypothèses de fonctionnement par an, d'heures de fonctionnement, à ces valeurs-ci en térawattheures de production d'hydrogène et 280 TWh de production d'hydrogène, donc c'est quand les électrolyseurs fonctionnent assez bien pendant l'année, ça correspond à la demande actuelle d'hydrogène dans l'Union européenne. Tout ça sans ajouter tous les nouveaux usages d'hydrogène dont on parle beaucoup, dont on a déjà parlé, dont on va encore parler. Donc rien que décarboniser les usages actuels d'hydrogène, donc on a parlé de l'ammoniac, on a parlé du méthanol un petit peu dans la sidérurgie, rien que décarboniser ça au niveau européen, ça demandera déjà pas mal de capacités en termes d'électrolyse. Et pour aller plus loin, bah, évidemment, les besoins seront encore plus importants. Alors, pour vous montrer deux petites études qu'on a faites et quelques ordres de grandeur qui sont liés, on a travaillé, c'était dans le cadre d'un projet étudiant, d'un concours européen, on a travaillé sur la modélisation de procédés qui utilisent de l'hydrogène pour synthétiser directement de l'ammoniac. Donc, je vous passe les détails du procédé qui a été modélisé. Et sur base de ce modèle physico-chimique du procédé, on arrivait à faire une étude technico-économique où on évalue les coûts et on évalue les besoins. On a fait pour l'ammoniac et on a fait également pour le procédé de réduction directe de fer, donc procédé de fer, procédé d'acier, production d'acier.
Alors, on arrive dans ces cas-là, si on prend le cas, donc on a supposé une efficacité de 85%, donc, et donc les besoins en hydrogène, ce qui est déjà bon. Et donc, dans ce cas-là, les besoins en hydrogène, pour une industrie verte, pour une unité de synthèse d'ammoniac de taille typique, donc 540 000 tonnes d'ammoniac par an, on arriverait à un besoin en puissance de 700 MW. C'est déjà pas mal. Pour rappel, 1000 MW, c'est une tranche nucléaire. Capacité du réseau belge, je crois qu'on est à 14-15 gigawatts, quelque chose comme ça, 14-15 000 gigawatts. Pour une unité sidérurgique, donc qui produit 1 million de tonnes d'acier par an, là, on a une puissance de 400 MW. Et on a évalué les coûts de rentabilité. Donc, dans le cas de l'ammoniac, si on estime qu'on a un coût à la tonne de CO2 de l'ordre de 50 € la tonne, il faudrait qu'on ait une énergie qui soit moins chère que 6 € le mégawattheure pour que ce soit rentable de faire l'ammoniac à partir d'hydrogène produit par électrolyse. Et donc, vous avez cette courbe-là en fonction du coût de l'électricité et du coût du CO2. On a fait la même chose pour le coût de l'acier. En fonction du coût de l'acier et du coût de l'électricité, on a cette courbe de break-even. Donc, c'est pour vous dire que déjà, rien que... Bon, ici, c'est le steel making, c'est donc tout ce qui est sidérurgie à l'hydrogène uniquement, mais ça n'existe pas encore. Ces procédés-là doivent encore être développés. Pour l'ammoniac, ça ne nécessiterait pas énormément de changements. Bon, je caricature un peu par rapport au procédé actuel, mais en soi, ça va déjà être de gros challenges de passer à une économie hydrogène sur ce qui existe déjà, sans compter tout ce qu'on veut développer en plus en termes de stockage d'électricité, par exemple. Et puis, pour vous présenter, terminer cette partie hydrogène, un rapport récent qui a été fait donc, principalement au nord du pays, c'est l'Hydrogen Import Coalition, donc la coalition pour l'importation d'hydrogène. Donc, le constat de base qu'un groupement d'industrie a posé, c'est de se dire, en Europe, on n'a pas suffisamment d'énergie renouvelable et on n'aura pas suffisamment d'énergie renouvelable, même dans le futur, pour approvisionner nos besoins en énergie. Donc, il va falloir l'importer. Et pour l'importer, il y a des endroits en Europe où on est en surplus d'énergie renouvelable, mais la région où on se trouve, Belgique, Pays-Bas, dans la Ruhr par exemple, là on est clairement en déficit d'énergie par rapport à nos potentiels de production d'énergie renouvelable. Et donc l'importer, oui, mais de où et sous quelle forme? Et une petite phrase que je note qui est un brin provocatrice, c'est almost anything is better at storing hydrogen than hydrogen itself. Parce que stocker de l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose de facile. Transporter de l'hydrogène, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Alors ça peut se faire, hein, on en a parlé. Et, donc Luc Warichet vous a montré un petit peu qu'il n'y avait pas de frein majeur. Mais quand on veut faire du transport sur de longues distances, le transport d'hydrogène en tant que tel n'est peut-être pas le plus intéressant. Et donc, cette comparaison, donc, le rapport est public, hein, si vous tapez ça dans Google, vous devriez tomber sans trop de problèmes sur le rapport. Ils ont comparé l'importation, et ici j'ai pris exprès des données 2030-2035, donc les prix sont un peu plus importants que leur prévision 2050, mais on est un peu plus dans le concret, en important de l'énergie de différentes régions dans le monde, et sous différentes formes. Les formes évaluées étaient l'hydrogène, le gaz naturel synthétique, du méthanol, donc liquide, de l'ammoniac, liquide également, et ceci, c'est c'est organic hydrogen carrier, donc c'est-à-dire une molécule organique qui va permettre de transporter l'hydrogène. Et donc vous voyez qu'au niveau des coûts, ce n'est pas l'hydrogène qui arrive en tête, qui est le plus intéressant, que du contraire dans la majorité des cas. Donc, je vous laisse regarder plus en détail ça dans la présentation par la suite. Moi, je vais avancer un petit peu parce qu'au-delà de l'hydrogène, il y a aussi le deuxième aspect. Quand vous regardez ce slide-ci, vous voyez que dans pas mal de vecteurs, que ce soit le méthane, le méthanol par exemple, et on parlera aussi d'autres vecteurs, on a besoin de carbone. Et le carbone, si je prends un autre point de vue maintenant, je sais bien que le CO2, vous avez déjà vu ce slide dans la présentation de Luc Warichet, le CO2 est inévitable dans notre société, parce qu'il provient de la combustion de ces vecteurs fossiles, de ces ressources fossiles, mais également parce que dans notre industrie, on a encore pas mal d'exploitation de matières premières qui, lorsqu'elles vont être raffinées, vont émettre du CO2. Je pense à l'industrie de la chaux, je pense à l'industrie du ciment, je pense à l'industrie du verre, qui contiennent toutes des matières premières qui vont être chauffées à très haute température et qui vont émettre encore beaucoup de CO2. Et donc ce CO2-là, il va rester, même si on passe à 100% d'énergie renouvelable. Alors, ça veut dire qu'il va falloir aller récupérer ce CO2 si on ne veut pas le remettre dans l'atmosphère.
Alors, la capture du CO2, c'est une séparation fluide où on va aller chercher du CO2 dans les fumées, et ces fumées ou dans ces volumes de gaz, et ces volumes de gaz contiennent des taux variables de CO2. Ça peut être 100% de CO2, quand vous avez par exemple une unité qui va faire du bioéthanol pour mettre dans vos voitures, le mélanger avec votre essence. Là, on a du CO2 pur en sortie de la fermentation. Mais vous avez d'autres cas où le CO2 est très dilué. En sortie d'une centrale gaz ou d'une centrale à charbon, on a entre 5 et 10%, 5, 10, 15% de CO2 maximum. Et puis la dilution maximale, c'est celle que vous avez dans l'atmosphère, qui est de 0,04% de CO2. Et le CO2 est dilué avec toute une série d'autres gaz qui ne vous intéressent pas. Ces autres gaz, de l'azote, de l'eau, bon, je ne vais pas dire l'hydrogène, le CH4, mais l'oxygène, vous pouvez le remettre dans l'atmosphère, il ne vous intéresse pas trop. Par contre, vous voulez que le CO2 n'aille pas dans l'atmosphère. Il existe toute une série de technologies, certaines qui existent depuis plus de 50 ans, d'autres qui sont en plein développement. Et la plupart de ces technologies sont relativement flexibles. Parfois, on peut même les appliquer à des installations existantes, donc on peut garder les assets existants, mais ça a toujours un coût, puisque par rapport à la configuration actuelle, c'est tout simplement de réémettre ce CO2 et quasiment en ne payant rien pour l'émettre. Donc, ça veut dire que si forcément on veut le capter, ça va être plus cher. Pour vous donner un ordre de grandeur des prix, en fonction de la concentration, on est entre 10 et 120 euros la tonne de CO2 pour la capture. Pour la capture directe dans l'atmosphère, là, évidemment, c'est un petit peu plus cher parce qu'on est plus dilué, mais ce n'est pas proportionnel à la concentration, ce qui est important de noter. Et récemment, vous avez vu que le marché du CO2, donc les gros émetteurs de CO2, doivent payer leurs émissions sur un marché européen, le marché ETS, et les coûts sur ce marché-là ont fortement augmenté ces dernières années. Maintenant, on est de l'ordre de 40 euros la tonne de CO2. 40 euros la tonne de CO2, c'est l'objectif pour la plupart des technologies de capture de CO2 pour être rentable. Et ces coûts-là ne vont aller qu'en augmentant, puisque le marché ETS, le système européen de quotas, va diminuer les quotas d'émissions. Et donc, c'est un système d'offre et de demande. On pourra moins émettre et donc les prix de CO2 vont augmenter. Alors, par rapport à cette capture de CO2, qu'étudie-t-on chez nous à l'Université de Liège, dans mon département? On travaille sur tout ce qui est modélisation des technologies de capture de CO2. Donc ici, vous avez un schéma type de capture de CO2 aux amines, avec en arrière-plan une unité qui capture du CO2, 1 million de tonnes de CO2 par an, qui est située au Canada. C'est une des premières unités dans le monde qui fait ça à très grande échelle. Et on étudie, ici en l'occurrence avec une capture amine, on étudie les propriétés des solvants et leur stabilité aux conditions de capture. Et puis récemment, ce qui est peut-être plus intéressant ici pour notre discussion, on est rentré dans un projet de fonds de transition énergétique belge où on développe un outil d'aide à la décision pour identifier quelles sont les technologies de capture les plus intéressantes en fonction de toute une série de critères que les industriels locaux peuvent choisir. Et vous pouvez me dire, si vous êtes un industriel, le côté économique, ça vous intéresse, c'est le critère principal, ou le côté environment, le principal, ou le côté engineering, parce que vous avez des défis particuliers sur de contaminants dans vos gaz, par exemple. Et sur base de ces critères-là, on essaye de déterminer quelles sont les technologies de capture les plus intéressantes. Je passe assez vite, donc ça c'est l'outil qui est en cours de développement. C'est tout récent, on a sorti la toute première version qui n'est pas encore vraiment publique, qu'on a présentée, mais qu'on n'a pas encore rendue publique il y a 2 mois. Et donc, ça se base sur un procédé d'aide à la décision où vous allez devoir décider, par exemple, le côté sécurité du procédé. Je prends un procédé où la sécurité, c'est vraiment l'essentiel pour moi, quitte à ce que ce soit un peu moins bon pour l'environnement. Et donc, à chaque fois, vous allez devoir choisir le critère que vous préférez entre 2 critères. Et sur cette base-là, chaque technologie va recevoir un score qui vous dira, par rapport à votre liste de critères, c'est cette technologie-là qui va être la plus importante, la plus intéressante, et cette technologie-là qui sera la moins intéressante. Donc, je ne rentre pas dans les détails de ça, mais donc au niveau de capture de CO2, avoir la capture de CO2 comme un seul bloc monolithique avec une seule technologie qui existe. C'est vraiment tout un panel de technologies et il faudra arriver à choisir la meilleure technologie pour chaque cas particulier. Et puis, une fois qu'on a capté le CO2, la question qui se pose, c'est de savoir ce qu'on en fait. Là, on va se rapprocher de notre discussion sur les réseaux. Parce que une des possibilités, c'est d'aller le stocker, le stocker dans le sous-sol, donc un stockage souterrain. Et donc là, le potentiel est suffisamment important au niveau européen, ce n'est pas ça qui pose le problème. Et ça existe déjà. Donc il y a déjà quelques études qui sont faites, notamment au large de la Norvège, où on stocke déjà depuis une vingtaine d'années du CO2 à grande échelle. Et des projets en cours, vous avez ici au large de Rotterdam, vous avez ici au large des côtes norvégiennes.
Le problème, c'est qu'il faut de grosses infrastructures pour injecter et pour avoir tout le réseau qui va acheminer le CO2 pour le stocker dans le sous-sol. Et là, il ne nuira plus à notre problème de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors souvent, on me dit que c'est un peu une mise en décharge du CO2. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, ce n'est pas le cas idéal non plus. Maintenant, il faut se dire qu'à long terme, ce CO2 va précipiter, il va se dissoudre dans les solutions où il est injecté. Ce sont souvent des aquifères salins. Il va minéraliser, reformer des carbonates. Et alors, si on ne veut pas stocker, on peut utiliser ce CO2. Et là, on va avoir besoin aussi de réseaux qui vont transporter le CO2 depuis l'émetteur, là où on va aller capter le CO2, vers l'utilisateur. Alors, pour le moment, l'utilisation de CO2, ça reste minime, c'est la toute petite tranche que vous voyez par rapport à toute l'émission. Et l'utilisation, c'est principalement pour certains produits chimiques, l'urée, qui est couplé aux unités de production d'ammoniac, récupération et efficacité d'hydrocarbures et d'autres procédés. Donc jusqu'ici, on utilise assez peu, on est de l'ordre de 250 millions de tonnes de CO2 par an qui sont réutilisées dans l'industrie, mais il y a un potentiel qui peut monter de 4 à 16 gigatonnes de CO2 par an. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, pour le moment, on émet par an de l'ordre de 40 gigatonnes de CO2. Donc ça veut dire qu'on pourrait réutiliser presque 50% de ce CO2 qu'on émet, tout en sachant qu'à l'avenir, on espère en émettre moins aussi en premier lieu. Alors, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Il y a différents types de technologies qui existent. Soit on utilise le CO2 tel quel, c'est le CO2 que vous avez dans votre Coca-Cola, l'exemple classique. Soit on va l'injecter dans des serres pour accélérer la croissance des plantes par la photosynthèse. Et c'est ce qui est fait pour si vous avez des tomates qui viennent des Pays-Bas, il y a beaucoup de chances qu'elles utilisent du CO2 qui vient d'une unité de production d'ammoniac. Ou alors, ce CO2-là, vous pouvez le considérer comme une source de carbone et en refaire des produits intéressants qui contiennent du carbone. Alors, soit vous en faites des produits qui contiennent moins d'énergie, c'est de la carbonatation et vous en faites des matériaux de construction, par exemple, soit vous en faites des produits qui contiennent plus d'énergie. Et ça, c'est la majorité des cas, puisque le CO2 est ce qui reste quand vous avez vidé votre hydrocarbure de son énergie, si vous voulez, vous l'avez brûlé, il reste que du CO2. Et donc, vous pouvez, avec votre CO2, faire des carburants, qu'on appelle les e-fuels, les carburants synthétiques, ou vous pouvez alimenter ça dans l'industrie chimique. Mais donc, pour que ce soit durable, il faut que cet apport d'énergie soit bas carbone, parce que si vous faites brûler du charbon pour avoir l'électricité, pour remettre dans votre CO2, ça n'a évidemment aucun sens. Alors, pour terminer, en dernier slide, au niveau de l'Université de Liège, on a créé depuis maintenant 2017, donc ça fait 4 ans, je pense, une plateforme FRITCOT, Federation of Researchers in Innovative Technologies for CO2 Transformation, où on étudie toute une série de technologies qui vont valoriser cette molécule CO2. Donc, on étudie la capture, je vous en ai parlé, mais on va étudier également les carburants synthétiques. On va utiliser aussi l'utilisation de CO2 dans la pétrochimie pour faire des plastiques et pour faire des monomères et des polymères. Parce que si on se dit que pour des raisons environnementales, on veut avoir un bannissement de l'exploitation des combustibles fossiles, ça veut dire qu'on a toute notre pétrochimie, toutes nos raffineries qui s'arrêtent du jour au lendemain. Et donc, il faut arriver à créer les produits de substitution pour, à partir du CO2 qu'on va rechercher dans l'atmosphère ou qu'on va aller capter dans les fumées industrielles actuelles, arriver à en refaire des produits qui alimentent notre société, qui est consommatrice de ces produits. Ça peut être pour faire des pales d'éoliennes et donc avoir des fibres de carbone qui vont les renforcer. Ça peut être pour avoir des mousses isolantes, du polyuréthane, par exemple, produit à partir de CO2. Et donc, il y a toute une série de produits qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir développer. Il y a les aspects minéralisation qui sont également étudiés, où on va faire des matériaux de construction à partir de CO2. Puis d'autres applications qui sont un peu moins utilisatrices de CO2, mais avec haute valeur ajoutée, c'est tout ce qui est utilisation de CO2 en pharmacie, en galénique. Utilisation de CO2 pour de la mise en forme, et on a un petit work package transversal pour évaluer le potentiel des technologies. Alors, je crois que j'arrive au bout de mon temps, donc je vais conclure. Donc, on a parlé de ce rôle de hub énergétique pour la Belgique. Je vous ai parlé de l'Hydrogen Import Coalition, où Zeebrugge jouerait un rôle de porte d'entrée pour l'importation d'hydrogène sous d'autres formes en Europe, donc d'énergie. Donc, au lieu d'aller chercher du gaz naturel en Algérie, en Russie et du pétrole en Arabie Saoudite, on irait chercher de l'énergie renouvelable sous forme condensée, liquide, soit ammoniac, soit méthanol, soit méthane, et on l'amènerait par bateau et il alimenterait une partie de l'Europe via le port de Zeebrugge qui pour le moment l'alimente avec du gaz naturel. Et puis tout le reste, réseau hydrogène, réseau CO2, on en a parlé. On a parlé de ce lien entre émetteur de CO2 et utilisateur de CO2. On a parlé également de l'hydrogène.
Alors, quid des réseaux de demain? Il faut toujours savoir que le passage d'un vecteur à un autre est toujours source de perte. Si vous avez l'électricité, vous allez en faire un carburant, qu'on a parlé du power to fuel, c'est une source de perte. L'efficacité de conversion à partir de 100 MWh d'électricité, vous allez retrouver 50 à 70 MWh d'énergie dans votre combustible, dans le meilleur des cas. Ce n'est pas le plus intéressant. Si vous avez une batterie, l'efficacité de charge-décharge sera plus intéressante. On est plutôt de l'ordre de 90%. La centrale de cours, on est plutôt de l'ordre de 75%. Ici, c'est 50 à 70% en conversion simple. Donc, on ne revient même pas encore à l'électricité. Donc, il y a encore des développements appliqués. Mais cependant, on a besoin de ces technologies de conversion pour répondre à la variabilité des énergies renouvelables, éventuellement pour aider à la gestion du réseau. Ça, c'est une question qui est encore posée, c'est à savoir si ce sera vraiment nécessaire pour du stockage d'électricité à grande échelle d'avoir ces technologies power to fuel, ou est-ce qu'on peut se limiter à du power to hydrogen. Voilà. Et puis, je voulais vous toucher aussi un mot du projet dont Luc Ouariché vous a parlé, le projet Neutral Kero, où c'est un projet qui a été soumis au niveau Fonds de transition énergétique belge. On attend les résultats dans les semaines à venir, où là, on vise le développement d'une nouvelle filière industrielle wallonne, en faisant de la capture de CO2 directement de l'atmosphère. Donc, c'est un work package qui serait étudié en collaboration avec le groupe Amont. L'utilisation de réactions Fischer-Tropsch qui vont arriver à produire des carburants synthétiques de type essence synthétique, diesel synthétique, et nous, ce qu'on vise, c'est du kérosène synthétique. Et pourquoi du kérosène synthétique? Parce qu'on estime qu'au niveau de l'aviation, les développements technologiques sont encore trop balbutiants, que ce soit en termes de biofuel, il y en a, mais le potentiel n'est pas encore suffisant. Ou en termes d'hydrogène, les avions à hydrogène, il faudra encore beaucoup de recherches pour y arriver. Et avec les technologies actuelles, on pourrait créer un carburant kérosène synthétique qui soit utilisable directement dans l'aviation. Et alors, on utilise le terme plutôt défossilisé plutôt que kérosène vert, parce que défossilisé, ça reste un hydrocarbure, mais qui n'est plus d'origine fossile. Et donc tout ça, c'est mon dernier slide, pour dire que voilà, on a une société qui est basée sur le carbone et sur les hydrocarbures pour de bonnes raisons. J'espère vous en avoir convaincu à partir de ces petits calculs qu'on a fait. Un futur neutre en CO2 défossilisé est possible, il est en vue, il y a une urgence pour l'atteindre, mais ça ne sera pas sans CO2. Le CO2 restera une molécule centrale dans ces systèmes énergétiques du futur, d'où les réseaux de CO2, d'où les réseaux d'hydrogène pour arriver à transformer cette énergie renouvelable qu'on va aller récolter en quelque chose qui puisse être transportable, stockable, hydrogène et hydrogène indirect. On a une accélération très claire ces 2-3 dernières années avec les coûts de CO2, le prix du CO2 sur le marché ETS qui grimpe en flèche, qui ne va pas s'arrêter avec le Green Deal. Et puis, ce sont aussi des challenges scientifiques qui sont assez passionnants. Et je vois qu'on est assez nombreux aujourd'hui. Ça traduit bien l'intérêt pour ces thématiques-là. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est refaire ce que le Soleil a fait et la nature a fait pendant des millions d'années en créant ces combustibles fossiles qu'on exploite maintenant en faisant une combustion qui dure quelques millisecondes. Maintenant, on essaye de remplacer cette voie historique en utilisant des énergies renouvelables directement pour recréer ces hydrocarbures et donc boucler la boucle à notre niveau. Au lieu d'avoir une boucle qui restait ouverte avec des temps différents. Et donc maintenant, on essaye de la boucler pour avoir un système qui soit complètement durable. Et on peut parler d'économie circulaire du carbone. Voilà, je termine là. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.